Modification des populations au cours du temps. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la notion d'espèce, de la notion d'évolution et nous allons arriver au principe de sélection naturelle et de dérive génétique. La notion d'espèce. Alors, vous avez tous travaillé au collège sur la notion d'espèce. Vous avez souvent pris l'exemple des deux espèces cheval et âne, qui sont des espèces qui se ressemblent beaucoup, ont le même mode de vie et qui sont capables de se reproduire entre eux. Alors, on va avoir le mulet qui provient de l'accouplement d'un âne et d'une jument. Vous voyez qu'il a la tête de l'âne et le corps de la jument. Et dans le croisement inverse, c'est-à-dire l'accouplement du cheval avec d'une ânesse, nous avons un bardeau et ce bardeau, lui, il a plutôt la tête de cheval et le corps d'un âne. Les deux animaux sont stériles et ne peuvent pas se reproduire. Donc ici on a un souci, même si ces animaux se ressemblent, vivent de la même manière et sont capables de se reproduire, si leur descendance est stérile, on ne peut pas parler de même espèce. Donc vous avez retenu cette définition au collège. L'espèce, c'est l'ensemble des individus qui se ressemblent, vivent de la même façon, se reproduisent entre eux et dont la descendance peut elle aussi se reproduire. Cette notion d'espèce communément admise aujourd'hui ne s'est pas faite en un jour. Ça remonte à Aristote. Pour lui, une espèce, en fait, ça correspondait plutôt à une ressemblance entre le géniteur et sa descendance. Mais il pensait que les individus d'espèces différentes pouvaient se reproduire entre eux sans contrainte particulière. Ensuite, bien plus tard, en 1583, donc je vous rappelle qu'avant cette période, la France était fortement contrôlée, ainsi que l'Europe, par l'Église, et donc on ne s'intéressait pas beaucoup aux sciences. Donc en 1583, ces alpins philosophes, médecins, botanistes et naturalistes, lui utilisent la notion d'espèce pour classer ses plantes. Pour lui, donc, les plantes qui se ressemblent dans leur totalité font partie de la même espèce, d'un même groupe. Puis on a eu le comte de Buffon, qui pour lui dit qu'on doit regarder comme la même espèce celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue et conserve la similitude de cette espèce, et comme des espèces différentes, celles qui par les mêmes moyens ne peuvent rien produire ensemble. Donc lui, il a introduit la notion de reproduction. Donc ceux qui peuvent se reproduire ensemble appartiennent à la même espèce. Par contre, il a fait une grande avancée dans la notion d'espèce. Il a été le premier à regrouper tous les êtres humains dans un seul et même groupe. Et il explique les différences observées par l'action du climat et de la nourriture. Il étudie aussi l'aspect comportemental de l'espèce et regroupe les animaux qui ont un comportement similaire dans un seul groupe. Et ça permet de rejeter la notion d'espèce minérale. À l'époque, on parlait d'espèces minérales, donc on parlait du quartz, on parlait de l'or, et on disait des espèces minérales. Donc le terme d'espèce a été précisé par Buffon. On a rejeté ce terme pour la notion de minéralogie, et du coup ça a été une grande révélation dans les sciences, et Denis Diderot, qui a été l'inventeur de l'encyclopédie, a compris l'importance de cette découverte et l'a publié dans son article Espèces en 1755. Charles Bonnet, ensuite, en 1740, naturaliste suisse, lui met en évidence l'existence de fécondation entre espèces différentes. Donc à partir de ces constatations, lui, il définit une espèce par une combinaison de caractéristiques morphologiques, physiologiques et éthologiques. Mais aucun de ces critères n'a plus d'importance qu'un autre. Donc si on prend la définition de Charles Bonnet, on revient au fait que le cheval et l'âne appartiennent à la même espèce. Par contre, en 1798, Georges Cuvier, lui, propose sa définition de l'espèce. Pour lui, c'est l'ensemble de tous les organismes nés les uns des autres ou de parents communs et de tous ceux qui leur ressemblent. Donc on reprend la notion de reproduction, d'interfécondité et de ressemblance. Par contre, sa définition est problématique vis-à-vis des fossiles, puisqu'on se base, d'après sa définition, à l'interfécondité, à la reproduction. Or, quand on étudie les fossiles, on a commencé à les découvrir, on ne pouvait pas pouvoir les ranger dans des espèces identiques, vu qu'on ne pouvait pas faire des reproductions, c'était des animaux morts. Donc, il y a eu ici un petit problème et il a fait donc une entorse à sa règle en utilisant seulement le critère de ressemblance pour les fossiles, puisqu'en classant les fossiles, il a défini des espèces de fossiles mais en utilisant uniquement le critère de ressemblance sans vérifier l'interfécondité.
Enfin, on arrive en 1816, Lamarck, qui a aussi fait bien évoluer la notion d'espèce, lui, il donne sa nouvelle définition, collection d'individus semblables et de même nature qui existent. Donc lui, il vire les fossiles, quoique nous ne puissions observer que certains de ces individus et jamais à la fois une collection entière. L'espèce dans les corps vivants est l'objet le plus direct de nos études. Donc lui, il revient à la notion que l'espèce, c'est quelque chose, un ensemble d'êtres vivants. On ne va pas pouvoir les regrouper tous en même temps, mais ces êtres vivants existent. Donc pour les fossiles, ça pose problématique. Au milieu du 19e siècle, les naturalistes reviennent sur une définition biblique de l'espèce. Dieu aurait créé les êtres vivants sous forme d'espèces qui restent fixes. Et Darwin, lui, a déclaré « Selon moi, on a dans un but de commodité appliqué arbitrairement le terme d'espèce à certains individus qui se ressemblent et de très près, et ce terme ne diffère pas essentiellement du terme variété, donné à des formes moins distinctes et plus variables. » Donc lui, il utilisait le terme de variété et non pas d'espèce. Parce que si on se basait essentiellement sur la ressemblance, vous prenez dans l'espèce des chevaux un percheron et un pur sang, il y a quand même une grosse différence morphologique. Donc si on prenait les anciennes définitions, c'était des espèces différentes. Or, c'est la même espèce, ils sont interféconds. Darwin, lui, utilisait plutôt le terme de variété. En 1942, Ernst Mayr, lui, propose une nouvelle définition de l'espèce. C'est celle qu'on va le retenir plus précisément. Donc pour lui, une espèce regroupe des populations, c'est-à-dire des ensembles d'êtres vivants, à l'intérieur desquels les individus sont réellement ou potentiellement capables de se reproduire. C'est la reproduction qui permet de définir la séparation entre deux espèces. Donc quand il précise regroupe des populations, réfléchissez, l'espèce des chevaux. On a des chevaux en Amérique, on a des chevaux en Afrique, on a des chevaux en Asie, et pourtant ces continents sont parfois séparés par des océans, et donc on aurait pu dire, il y a l'espèce en Amérique, l'espèce en Afrique, etc. Non, tous ces individus, si on les met ensemble, ils sont capables de se reproduire, ils appartiennent donc à la même espèce. Et enfin, donc en 1982, Jacques Ruffier, lui, donne la définition d'espèce qui est encore adoptée par la communauté scientifique aujourd'hui, c'est donc celle que vous avez apprise au collège. Il dit que l'espèce existe dans la nature, mais que tous les autres niveaux de classification, les fameux règnes, embranchements, groupes, etc., ne sont que des inventions des naturalistes. Donc pour lui, on arrive avec une définition de l'espèce étant un ensemble d'organismes qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux, et dont la descendance peut également se reproduire. Donc les critères permettant de définir une espèce que vous avez à retenir au niveau terminal S, ce sont les suivants. Les critères phénétiques, c'est-à-dire les ressemblances morphologiques, mais ils sont insuffisants en raison de la variété individuelle. Par exemple, le dimorphisme sexuel, vous prenez une vache et un taureau, il y a quand même des différences. Les critères biologiques liés à l'interfécondité, donc qui ont été proposés en 1942 par Ernst Mayr. Donc une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Ne faites pas ça dans un zoo. Vous ne parlez pas d'espèces si vous faites reproduire des animaux en conditions d'enfermement. Ce critère cependant est difficile à utiliser en pratique. On ne va pas dire tiens vous et vous êtes de la même espèce, venez donc là, faites des petits, on va voir si ça marche. C'est pas évident. On utilise donc les critères génétiques liés à l'interfécondité. On a l'analyse ADN aujourd'hui qui permet de révéler des flux de gènes entre les populations. Et enfin, les critères écologiques liés à l'interfécondité. Exemple, chez les végétaux, vous pouvez avoir deux populations qui ont des périodes de floraison différentes ou occupant des milieux de vie très différentes qui ne peuvent se reproduire ensemble et donc qui n'appartiennent pas à la même espèce. Même si, morphologiquement, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, même si au niveau ADN, elles sont très proches, à partir du moment où elles ont des périodes de floraison différentes, elles ne peuvent pas appartenir à la même espèce, puisque naturellement, on revient à la définition d'Ernst Mayr, dans des conditions naturelles, elles ne peuvent pas se reproduire. Une espèce peut donc être définie comme une population d'individus suffisamment isolée génétiquement des autres populations. Elle n'existe cependant que sur une durée de temps finie.
Il existe donc une extinction d'une espèce si l'ensemble des individus concernés disparaît ou si alors elle cesse d'être isolée génétiquement. Ça va être l'exemple du dodo à l'île Maurice qui a été éradiqué par les humains. L'exemple du mammouth aussi disparu il y a 12 000 ans par les changements de température et action humaine. Et ça existe aussi pour les plantes. Ici, ce palmier que vous voyez en photo, même s'il est vivant, il est présent dans vos yeux, on considère qu'il est éteint à l'état sauvage, puisqu'il n'est obtenu qu'en pépinière. Donc si un nouvel ensemble s'individualise, on parle d'isolement reproductif et en spéciation, on a l'apparition d'une nouvelle espèce. Maintenant, on arrive à la notion de biodiversité. Elle désigne toutes les variations du monde vivant, c'est-à-dire l'ensemble des espèces que l'on trouve sur la planète. Mais pas seulement des espèces. On va parler de variations du monde vivant. Des espèces vivent dans un biotope. D'accord? Donc on a 3 niveaux d'expression. On a la biodiversité spécifique, qui est la diversité des espèces. Donc on a ici un graphique que j'ai fait faire à mes élèves, 1,76 million d'espèces vivantes actuellement sur Terre. Vous voyez que quasiment 50% de ces espèces sont des insectes. Qui a dit que l'homme était dominant sur la planète? Donc ça, c'est le premier niveau d'expression. Deuxième niveau d'expression, c'est la biodiversité génétique. C'est la diversité des allèles d'un individu à un autre. Exemple, le gène groupe sanguin possède 3 allèles différents. Donc on va parler de diversité des allèles. Et enfin, on va parler de la biodiversité des écosystèmes. C'est la diversité des milieux de vie, incluant bien sûr les espèces qui les habitent. L'évolution, maintenant, c'est le processus par lequel les espèces se transforment. L'évolution est la théorie générale de la biologie, de la paléontologie et de l'anthropologie. Donc vous avez un petit exemple d'évolution en image qui a fini par donner les éléphants. La biodiversité spécifique, c'est-à-dire celle des espèces, a évolué au cours du temps. Vous avez un graphique ici avec en ordonnée le temps et en abscisse le pourcentage d'extinction. La biodiversité totale en famille représente 3461 familles en tout. Nous avons eu au cours de notre histoire plusieurs crises biologiques, des crises d'extinction. La grande première crise a eu lieu au Cambrien, c'était la disparition des trilobites. Puis nous avons eu une disparition de la faune marine en assez grande quantité, c'était il y a 450 millions d'années. Faune pélagique touchée, faune aquatique terrestre préservée, 375 millions d'années. Une énorme crise a eu lieu. La moitié des espèces marines, une forte diminution des reptiles mammaliens, c'est-à-dire qui produisaient du lait et qui allaitaient leurs petits. Il y a 250 millions d'années, c'est la crise du Permien. Enfin, une crise Trias-Jurassique où nous avons eu 22% des tétrapodes terrestres et 76% des espèces marines qui ont disparu, il y a donc 205 millions d'années. Et enfin, la dernière crise connue pour l'instant, celle que vous connaissez le mieux, c'est la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Alors, vous n'avez pas à connaître toutes ces crises, mais au moins être capable de citer celle des dinosaures. L'histoire de la théorie de l'évolution. Alors il faut savoir qu'au départ, c'est le créationnisme, c'est-à-dire Dieu a créé, c'est la genèse, c'est l'explication dominante avant le XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'actuellement, en 2016, aux États-Unis, c'est le créationnisme qui est enseigné à l'école. Alors, le corollaire du créationnisme, c'est le fixisme. Le monde vivant est stable, chaque espèce a été créée dans son état actuel, il n'y a pas de variation. Et pour James Ussher, la création remonte à moins 4400 ans avant Jésus-Christ. Au XVIIIe siècle, en Europe, la biologie devient triomphante, avec surtout Linné, et qui met en place une classification des plantes basée sur les caractères floraux, et on a un système de terminologie en latin qui se met en place. Le fixisme, avec extinction et remplacement,
est conservé. Buffon, donc pour lui, les espèces sont créées par Dieu, mais il existe des extinctions et les espèces sont ensuite remplacées par d'autres. Donc je vous rappelle que Buffon a été un des précurseurs dans la définition du mot espèce, mais c'était quand même l'époque où la religion était dominante et donc pour lui c'était Dieu qui créait les espèces, mais les espèces se renouvelaient. Donc c'était déjà une grande évolution dans la théorie. Pour Cuvier, il n'y a pas d'évolution, mais des catastrophes suivies de création, c'est-à-dire que les espèces disparaissent totalement et une autre espèce apparaît. Bon, elle apparaît comment? Par magie, claquement de doigts, on n'en sait rien, mais en tout cas, elle apparaissait. Donc le comportement à la base du schéma lamarckien, puisque Lamarck aussi a travaillé sur la notion d'espèce et donc forcément sur la notion d'évolution, pour lui, en fait, il y avait une adaptation de l'animal à son milieu, mais une adaptation volontaire. C'est-à-dire que c'est la fameuse théorie de la girafe qui fait grandir son cou pour manger les feuilles qui sont au sommet de l'arbre. Donc à l'origine, il y avait un ancêtre avec un petit cou et progressivement le cou a grandi pour pouvoir attraper les feuilles les plus hautes placées sur l'arbre. Comme si les girafes décidaient de dire « Bon, ben, mon fils, je vais te construire dans mon ventre, tu vas avoir 2 vertèbres de plus, tu vas avoir un cou allongé pour pouvoir manger les feuilles du dessus. » Ouais, c'est comme si vous décidiez, vous allez vous marier, faire des enfants, et que vos enfants, ils auront des mutations génétiques qui feront qu'ils seront super intelligents, quoi. Voilà, bon, ça c'était le principe de Lamarckien, c'est-à-dire que l'animal s'adaptait dans le but d'améliorer ses conditions de vie, ce qui est en fait l'inverse. Donc le postulat actuel sur l'évolution. L'évolution fait référence à quoi? À la transformation et à la diversification des espèces à partir d'un ancêtre commun. Et elle fait référence à l'adaptation des espèces à leur environnement. Comme par exemple les pinsons, il y a eu une adaptation de la taille du bec face à des crises climatiques. L'évolution donc à partir d'un ancêtre commun, elle est logique parce qu'elle explique l'unité du vivant. On sait que les espèces partagent une même chimie du vivant. Vous avez fait les tests en seconde. Les molécules organiques sont toutes les mêmes, même structure. On est composé, nos molécules organiques, quels que soient nos groupes auxquels on appartient, nos espèces, c'est toujours à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, CHO, ça y est j'ai un trou, et azote. Donc ça prouve, ensuite il y a la même cellule qu'on trouve chez tout le monde, à part chez les végétaux il y a une paroi en plus pour protéger, mais enfin bon, dans tous les cas on a une même unité de base. Ça prouve que tous les êtres vivants dérivent d'une seule et unique forme de vie originale. Donc chaque organisme vivant possède une histoire évolutive qui peut être retracée à partir de l'étude comparative de l'enregistrement fossile et de celle de l'ADN. Donc ça, on n'était pas capable de le faire il y a 50, 60 ans, mais maintenant, on peut le faire.